Je sais pas si ça intéresse beaucoup les gens, mais Bah grosso oui, modo, ça intéresse parce que c'est toujours. Après, c'est pas parce qu'on va pas parler de soi, mais le parcours, il aide aussi à comprendre le choix des méthodes et des process. oui. Ça aide aussi. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me demandent comment on fait pour devenir designer d'expérience ou UX Ah designer. oui, attends, cette question, elle va venir juste après. Moi, Ah j'ai bah une ouais. question. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier, en fait? Si je te Euh, disais, dis-moi un ou deux trucs, tu aimes quoi particulièrement dans cette. Si à moi, si c'est à moi, moi, je vais en te dire fait, en contact fait, ce que avec les j'aime clients bien, et tout ça pour moi. ce que j'aime bien, bon, au-delà d'améliorer la vie des gens, comme je t'ai dit, parce que quand tu vas sur le terrain et que tu vois les personnes qui ont Oui. des lumières dans les yeux parce qu'elles voient que tu as pris en compte ce que tu leur as dit lors la première confrontation, bon, ça fait Ouais. vraiment plaisir. Mais au-delà de Oui. ça, j'aurais dit, j'ai l'impression de faire accoucher les gens, Oui. euh, peut-être plus une sorte de facilitatrice en tout cas. Ouais. Même si voilà, j'ai mon expertise et que bien sûr quand ils vont faire des protos qui seront pas tout à fait corrects en termes d'utilisabilité ou quoi ou d'ergo, ils vont faire des grosses bourdes d'ergonomie et moi je suis là pour dire votre bouton là il est trop petit ou il est trop proche de ce bloc et on a l'impression que il va avec ce bloc alors que c'est pas le cas. Enfin, il y a des petites choses comme ça, tu vois, des lois de Gestalt ou quoi qu'ils ne maîtrisent pas ou des critères d'utilisabilité qu'ils maîtrisent pas, de guidage, tout ça. Moi, je suis là pour rectifier le tir, mais j'aime bien quand même les faire accoucher eux-mêmes des solutions. J'aime pas spécialement, moi, faire par exemple, un Crazy Eight. Je sais pas si tu connais la Ah méthode. oui, le crazy. Si cette Voilà. méthode, Et ben, tu sais quoi? elle est Et ben, incroyable. non, mais moi, personnellement, quand on m'en fait faire, parce que parfois je participe à des ateliers ou quoi, à des événements, Ouais. je déteste ça. Je déteste Mais être contrainte. Non, mais même sérieux. moi, parfois, je le déteste un peu, mais je l'impose à mes clients. Et donc, du coup, Ouais, et alors je me dis, mais il y a forcément dans le lot change le quelqu'un comme moi. mot, n'importe Il y a quoi. forcément quelqu'un comme moi qui doit détester être mis sous contrainte, sous pression comme ça. Je déteste les Mais, examens. Ouais. mais tu sais, d'après une recherche, moi je dis une recherche dernièrement, elle a été faite sur des joueurs de football, du Ouais. foot. On dit que, par exemple, il y a un défenseur du Liverpool maintenant, un joueur, un Hollandais, j'ai oublié le nom. Euh, euh, Ils ont dit, quand il y a la pression, il est ça veut dire que sa forme, ou son rendement, il s'améliore de 30%. Bah, Exactement. Il y a des joueurs, ils ont montré il y a des joueurs quand ils sont sous pression, ils sont encore plus décisifs. Et ils sont vraiment au top, quoi. Ça veut dire. Et alors, moi, je pense qu'il y a des profils, il y a des profils, hein. C'est comme les personas, hein. À mon avis, il y a pas des tout le monde, personas, bien sûr, pas tout le monde. hein, il y a des personas qui sont à l'aise avec la pression et qui Oui, ont besoin même de pression pour être performants. Il y en a d'autres qui, sous pression, euh, enfin, n'arrivent plus à rien, ils sont bloqués, en fait. ben oui, Euh, et l'idée, en fait, c'est que nous, on arrive quand même à prendre en compte tous ces profils. Il y a aussi, tu vois, les personnes plus introverties, les personnes plus extraverties. Euh, Ça aussi, tu vois, le design sprint, c'est bien parce que ça permet de valoriser des personnes qui sont un peu exactement. introverties et qui oseraient pas dire alors qu'elles ont souvent des très bonnes idées, ces personnes-là. Ouais, Dans les réunions ouais. normales, c'est toujours les mêmes qui parlent et aussi Surtout, par qui exemple, dans les focus group, par exemple. Dans les Hum, focus group, par exemple, c'est une catastrophe parfois. Parce que y a des gens comme moi qui aiment parler, qui sont des. Donc, si tu mets dans un groupe, il n'y a que moi qui va parler. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des gens aussi, n'oublions pas que, par exemple, dans le sprint design, il y a beaucoup d'exercices qui sont effectués ou sont silencieusement. Donc, on n'en parle pas. Tu crées ton petit truc sur le papier, sur le bout de papier, et tu le mets directement. Et ça aide beaucoup les gens un peu timides, des gens qui ont peut-être, entre guillemets, ils n'ont pas beaucoup de confiance en soi. hum. Ça les aide beaucoup à trouver des solutions. Et peut-être, si leur solution est adoptée, ils vont dire, ah, confiance en eux et tout ça. Donc là, on a parlé un peu de ce que tu aimes dans ton métier, mais parlez-nous un peu là. Là, on a Alors, peur. attends, je te dis juste mon hashtag. Mon hashtag, c'est
comment on appelle ça, la maïeutique. C'est à faire accoucher les esprits. Voilà. Ah oui, quand même. Et ouais, moi, je Bien sûr. suis un peu comme une sage-femme qui fait accoucher les personnes. En design sprint, c'est un peu ça que tu fais. Hein. C'est pas toi qui viens apporter des idées. Tu vois, souvent les gens ils s'attendent à ce que ce soit moi qui donne toutes les solutions, alors que non, c'est eux qui Ouais, vont les trouver c'est ensemble. comme ça, c'est comme ça qu'il y a le terme facilitateur aussi, je pense. Oui. Bah, moi, D'ailleurs, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le métier. Tout le monde n'aime pas spécialement ça. Il y en a qui préfèrent, je sais pas, faire des maquettes. Il y en a qui préfèrent passer des tests U ou faire des critères ergo, au crible des interfaces, inspecter des interfaces avec des critères ergo. Moi, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est un peu comme toi, je pense. C'est ce ouais. côté facilitation d'atelier, voir que Ah, c'est un peu ça, les gens j'aime sont beaucoup. ensemble. Et voilà, que tous ensemble, ils arrivent à trouver des solutions qui sont tous synchro, euh, qui vivent une expérience forte aussi, parce que comme tu disais, ça soude les équipes derrière. Elles ressortent du design sprint, alors elles sont lessivées, elles sont fatiguées, mais elles trouvent ça génial et elles disent souvent, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Alors ça fait plaisir. Ça fait trop, trop plaisir. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ton parcours, comment tu as Mon commencé parcours, on y à vient. atterrir dans ce domaine bizarre? Non, mais c'est pas spécialement qu'ils s'intéressent à mon parcours, c'est que eux, ils veulent savoir quel parcours faire pour arriver à ce métier. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de truc parfait. Hein. Il n'y a pas de, voilà, mon parcours, c'est pas un truc exemplaire En forcément. fait, voilà, il y a une question Donc, déjà de euh, Miss Isioda, je sais pas quoi le nom, Amy, on va dire. Voilà la question devant toi, je pense. Elle parle un peu aussi de parcours. parcours UX en sortant avec tout va bien. À son parcours UX, ça je suis pas sûre de comprendre, mais en sortant d'école, licence ou master, il est peu réaliste de se dire qu'on peut avoir tout abordé et appris. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que tu vas apprendre euh, beaucoup en mettant en pratique, soit dans des entreprises, soit toute seule en essayant des trucs. Il faut quand même avoir de l'expérience, tu vois, parce qu'il va falloir que tu vendes tes prestations. Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en toi, que tu saches de quoi tu parles. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être quand même s'intégrer dans une boîte, si possible dans une boîte où tu as un bon designer d'expérience qui va te former, te mentorer, te guider, Ouais, te dire d'accord, voilà exactement. un entretien. Ouais, en fait, il va t'éviter les pièges. Voilà, les techniques d'observation, c'est ça. Enfin, il faut en prendre un qui soit au fait de tout ça, évidemment, hein, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de designers UX qui ne voient jamais d'utilisateurs, donc ils ne connaissent aucune des méthodes. Il y a un moucheron, mais ils connaissent pas les méthodes expliquées dans le livre de Karine Lallemand, qui sont quand même les 30 méthodes fondamentales, c'est-à-dire c'est les Ouais, je suis bases d'accord. que tout designer devrait connaître à minima, parce qu'il y en a plein d'autres des Exactement. méthodes. Il Ah y en a oui. plein d'autres. Ça, c'est le minimum syndical, on pourrait dire, que tout UX designer ou concepteur d'expérience en français devrait connaître et avoir pratiqué plus ou moins. Après, c'est sûr qu'on a comment dire, on a des aisances avec telle ou telle méthode. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas forcément à l'aise et des choses avec lesquelles je suis plus à l'aise. Donc ça, Ouais, je suis d'accord avec toi. faut respecter aussi. Et voilà, moi, par exemple, pour faire une analyse quanti d'un questionnaire, j'ai pas de problème à dire je vais faire appel à une collègue qui est spécialisée là-dedans. Pour faire des Oui, maquettes haute fidélité, je vais oui. faire appel à une collègue qui est spécialisée là-dedans. Pas de souci. Euh, voilà, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus. Tu vois, ça c'est le problème, c'est que j'ai 50 idées dans la tête en même temps et j'arrive plus à trouver le fil de pourquoi, d'où je suis partie en fait. Ouais, ouais, avec moi, c'est toujours comme ça, en fait. Non, non, mais il y avait une question au départ, c'était C'est le la parcours. labyrinthe. Ouais, Ouais, c'est le parcours, c'est le parcours. on est beaucoup comme ça à avoir ce profil. Mais oui, je me souviens de la question en fait, c'était sur le parcours. Alors grosso Ouais. modo, j'ai fait un bac littéraire. Ah Euh, ouais, carrément. et ouais, littéraire parce que j'adore les langues, le français. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante trilingue, c'est-à-dire en gros secrétaire.
trilingue anglais-espagnol. Jusque-là, tu vas me dire, pas du X. Mais ce qui est cool avec ce BTS, c'est que j'ai vraiment appris comment fonctionne l'entreprise. J'ai découvert l'organigramme. J'ai découvert comment écrire un courrier. Je sais pas moi, il y avait une lettre à écrire. Moi, je savais faire des dissertations de 2 doubles copies, mais ça sert à rien en fait. Un peu la partie logistique, quoi. Oui, la prof, elle m'a tout barré en rouge, mon courrier, parce qu'il faisait... Et elle m'a dit, mais il faut aller à l'essentiel, Marie. Là, il y a trop de phrases, elles sont trop longues. Moi, je voyais que les mots essentiels autour de tout son... Elle m'a tout barré en rouge. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je change complètement de façon d'écrire et que j'aille droit au but. Alors, et puis, ça m'a appris aussi tout le fonctionnement de l'entreprise. Parce que quand tu es une assistante, mine de rien, tu es un petit peu un pivot, en fait, là-dedans. Parce que tu vois un peu de tout. Tu es un peu en contact avec tout le monde. Tu es un peu t'es un pivot central, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, peu importe. Après ce BTS, j'ai fait une licence professionnelle. Et là, j'ai commencé à me spécialiser dans le digital. Médiation de l'information et du document dans les environnements numériques. Bon, c'est un titre très long. Mais tout ça pour dire, en gros, gestion de projet web. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé là-dedans après. Non, mais c'est vrai, j'ai travaillé dans la gestion de projet web, c'est-à-dire créer des sites internet et des intranets et tout ça, des logiciels. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on créait des trucs qui ne correspondaient pas aux besoins des gens. Parce que moi, je devais former les personnes à la fin du projet. Je devais former les personnes qui devaient utiliser le futur logiciel. Et c'est là que tu as découvert que ils sont pas faits, ça veut dire que ces projets, ils sont pas faits pour les utilisateurs, en fait. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais Marie, il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Non, il y a un truc qui va pas parce que tu fais un manuel utilisateur comme ça. OK. Et genre 20 pages, 30 pages ou plus. Tu expliques tout comment il faut faire, étape par étape. Il faut cliquer là, puis là, puis là, puis là. Et tu donnes ça aux gens et t'espères qu'ils vont s'en sortir avec ça. Et quand tu vois leur tête pendant la formation, et qu'ils te disent, mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Je veux dire, nous, on n'a pas besoin de... Enfin, il y a trop de... C'est trop difficile ou c'est trop... ça correspond pas à ce qu'on voulait, etc. Bon, bah là, tu finis par te remettre en question, normalement, si tu te remets un minimum en question. Ah oui, je suis d'accord. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'il a fallu, tu vois, que je sois confrontée à ça pour le comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à tirer les ficelles de l'ergonomie, de la conception centrée utilisateur, de la qualité des interfaces, etc., etc. Ça s'appelait pas encore expérience utilisateur. Enfin, à l'époque, quand je cherchais, parce que je cherchais beaucoup sur Internet, des livres aussi. En fait, je me formais toute seule, autodidacte. Tu vois, j'ai pas attendu d'avoir une formation en ergonomie pour maîtriser certains concepts, pour apprendre tout ça. Et après, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui. Et après, je me suis dit, bon, je vais reprendre mes études dans le marketing digital. Parce que le marketing, c'est centré sur les clients. Et je pense que ça va être bien pour moi, du coup, parce que comme je m'intéresse aux clients, ben, a priori, ça sera cool. Et sauf qu'en fait, ça m'a déplu parce qu'on nous apprenait trop, je trouve, à faire des pop-up, des Google Ads, des newsletters, tu sais, tout ce spam, en fait, que tu reçois et qui dégrade, en fait, l'expérience utilisateur, l'expérience qu'on vit. Donc, c'était pour moi un peu contradictoire. C'est pour ça que j'ai repris une deuxième fois mes études et cette fois en sciences humaines et sociales, où là, ça correspondait beaucoup mieux à ce que je voulais faire parce que je m'intéressais à l'humain. Alors ça, j'en ai pas trop parlé, mais pour moi, quand on est concepteur d'expériences humaines, il faut un minimum comprendre l'essence des expériences humaines. Et quelles sont les sciences qui s'intéressent à l'humain? Bah, naturellement, les sciences humaines et sociales, qui étudient l'humain depuis des décennies et qui ont des éclairages vachement intéressants à nous apporter sur les moteurs de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui fait une bonne expérience? Qu'est-ce qui motive les gens? C'est quoi les besoins fondamentaux? Et ces éclairages-là, si tu creuses un petit peu avec des UX designers, il n'y en a pas beaucoup qui savent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont un background
psycho, on va dire. Voilà comment fonctionne la mémoire, la perception. Ouais. Toutes ces choses, je sais pas moi, C'est très important, ça, c'est très important. Ah bah oui, oui. C'est très Bah oui. important. Attends, regarde, j'avais un bouquin là-dessus. Voilà, la mémoire, l'attention, la cognition, les interactions sociales, la perception. Tu vois, c'est une sorte de base, je pense aussi qu'on devrait avoir quand on fait ce métier. Ou alors on est Ben oui, designer. il y a un livre aussi très important qui s'appelle Habit. J'ai oublié l'auteur. Il est très important aussi. Moi, j'ai un livre qui s'appelle aussi Brain Rules de Jean Médina qui écrit parle du cerveau. C'est très important. Moi, je pense que ces livres ou ces disciplines, ces sciences aussi, les sciences qui s'occupent de tout ce qui est cerveau, neurologie, tout ça, je pense que c'est très important. L'humain, il a des émotions, il a des habitudes, donc c'est important, il faut penser à tout ça aussi. On ne peut pas aujourd'hui concevoir toute une expérience sans penser à ça. Par exemple, juste un point ici. En fait, Steve Jobs, par exemple, quand il a lancé iPhone en 2007, je pense, les smartphones, il y avait déjà des smartphones, mais les smartphones, par exemple, avant, quand tu les achètes, il faut les charger. Donc, il faut les charger, tout ça. Alors que Steve Jobs, il a dit, mais non, moi, j'ai pas envie qu'ils rentrent chez eux pour charger leur smartphone. Chaque iPhone, il est chargé. Tu l'ouvres, tu fais un unboxing et c'est tout, tu peux l'utiliser directement. Et ça, c'est une expérience au niveau, ça, surtout que lui, il a compris le comportement humain, parce que nous, en tant qu'humains, quand on achète quelque chose de nouveau, généralement, la plupart, on est content, on peut utiliser ça rapidement. Moi, perso, quand je rentre dans une boutique pour acheter des baskets, je te cache pas, mais généralement, je sors avec les nouvelles. Les anciennes, je les mets dans le sac, je sors avec les nouvelles. Bon, après, on peut dire que je suis un peu fou ou non, mais c'est un peu c'est des comportements. Et je pense que, par exemple, quand on est Steve Jobs, il y a beaucoup d'expériences aussi comme ça, qui montrent que comprendre l'utilisateur sur le niveau cerveau, habitude, comportement, tout ça, c'est très important. Oui. Oui, comprendre les émotions, comprendre ce que c'est un état de flow, comprendre les biais cognitifs que tu peux amener quand tu fais des entretiens ou des observations. Oui, il y a tout un tas de notions un peu fondamentales quand même à connaître. Bien sûr, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc là, je pense que… Oui, vas-y. Il y a peut-être un truc que j'ai pas… Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une sorte de credo, c'est design the right thing, then design the thing right. Et ok, oui. En fait, j'aime bien cette phrase parce que en fait, elle te dit, dans ce métier, il faut que tu conçoives d'abord la bonne chose, donc une chose utile, et ensuite que tu la conçoives bien. Et il faut pas faire l'inverse. Il faut pas commencer en se disant on va faire ça et on va bien le penser. D'abord, vérifie que c'est la bonne chose grâce au storyboard, ce que j'expliquais. Exactement. Ok. Exactement. Vérifie qu'il y a un intérêt pour ce produit-là, pour cette solution-là. Et une fois que ça c'est validé, alors tu vas te dire je vais sur la forme, sur la façon dont ça va se présenter, sur design the thing right, c'est-à-dire la concevoir correctement, cette chose qui est utile. Et il y a une deuxième précision, je vais répondre à la question, mais je dis souvent à mes clients, votre produit, ok, il y a un souci là avec l'adoption de votre produit. On ne sait pas si c'est un problème d'utilité ou d'utilisabilité. Tu te souviens, on avait cette discussion l'autre fois. C'est vrai. Moi, je dis usabilité. Voilà, usability. Mais en tout cas, c'est bien de distinguer l'utilité, donc quelque chose qui est utile, tout simplement. Est-ce que ça me sert à quelque chose de quelque chose qui est utilisable, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à l'utiliser facilement. Exactement. Ce n'est pas la même chose. La différence entre utility and usability. Voilà. Usability, ça veut dire ça veut dire easy for use. Facile à utiliser. Utile, c'est ça, par exemple, même pour par exemple, la voiture, une voiture. Une voiture, c'est utile. Parce que ça répond aux besoins de transport.
Mais pour côté usabilité, il faut comprendre il faut essayer, tester, refaire pour comprendre comment conduire. Sinon, on va écraser les gens un peu partout dehors. C'est ça. Et ce que je disais à une entrepreneuse récemment, là, elle venait vers moi parce que son application était désinstallée. Et en fait, je lui ai dit, il y a soit un problème plutôt sur l'utilité de ton produit, soit sur l'utilisabilité. C'est ce qu'on va aller essayer de comprendre, explorer. Mais c'est pas la même chose. Et peut-être que ton produit est utile mais inutilisable. Peut-être qu'il est utile mais utilisable. Inutile et inutilisable. Bon là, c'est le combo. Là, c'est infernal. Ah, c'est bizarre. Voilà. Donc alors, as-tu une école à conseiller pour les sciences humaines? Bon, bah, je vais être un peu influencée, hein, mais forcément, je vais te dire celle que je connais, c'est celle que j'ai faite, enfin, là où j'ai été, c'est Nice, le master sociologie et ergonomie des technologies numériques. Sociologie et ergonomie. Ouais. Après, je sais qu'il y a un master à Metz en ergonomie avec le professeur Brangier, me semble. Il y a une école à Bordeaux en ergo cognitive, je crois que c'est ça le nom du master. Après, voilà, je ne me suis pas assez renseignée là-dessus, donc je ne peux pas te répondre plus que ça. Mais oui, c'est intéressant d'aller voir ce que les facs ont à nous apprendre sur les sciences humaines et sociales. Ok. Donc, est-ce que j'ai fait le tour des questions? un peu, oui. Après,